Il existe au nord-ouest de la France une terre appelée Armorique. Au 5e et 6e siècle, un afflux important de Bretons, repoussés soit par les Anglo-Saxons, soit par les autres peuples de l'île, comme les Scots, qui viennent trouver refuge sur le continent, apportant leur culture et leur langue celtique, si bien que la région prend le nom de Bretagne. Après la décentralisation du pouvoir en Europe, ils parviennent à rester relativement indépendants. Les chefs prennent les titres de comte ou duc, et certains d'entre eux paient un tribut au roi franc pour rester tranquilles. Ils se soucient peu des luttes fratricides du reste de l'Hexagone, jusqu'au jour où le comte Schonobre reçoit une visite des plus surprenantes. Schramm vient chercher refuge chez lui. Il est en rébellion ouverte contre son père, Clotaire Ier, le dernier des rois francs. En 555, Clotaire Ier est surpuissant. Il possède une grande partie de Francia et surpasse largement son frère Childebert, l'autre roi franc avec qui il partage le royaume. Mais le nouveau territoire que lui a apporté la mort de son petit-neveu Thibaut lui apporte rapidement quelques difficultés, puisque, sur les frontières nord-est, les Saxons se soulèvent. Il envoie une armée et les écrase, puis dévaste la Thuringie parce qu'il les avait aidés. Puis, peu après, les Saxons reviennent à la charge, sûrement excités par Childebert, et Clotaire doit y retourner. Seulement quand il arrive, il se précipite à sa rencontre, promet de payer le tribut, et plus encore, et lui demande de les épargner. Bon, il s'est déplacé pour rien, mais ça semble honnête. Par contre, son armée n'est pas d'accord, et demande au roi d'attaquer. Les Saxons insistent, et Clotaire tente de convaincre son armée d'abandonner l'affaire. Mais il s'énerve, déchire la tente de Clotaire et l'inonde d'insultes. Il menace de le tuer s'il n'attaque pas. Clotaire doit donc s'y résoudre et il marche sur les Saxons. Ce qui se passe n'est alors pas très clair. Un grand massacre prend place et il semble que les Francs ne sont pas victorieux. Le roi repart chez lui. Cet épisode nous montre que malgré sa puissance, Clotaire n'a pas le charisme de roi comme Clovis, Thierry ou Tibère, puisqu'il n'a pas le respect de ses hommes qui lui désobéissent et il ne parvient pas à instaurer son autorité. Entre-temps, Clotaire avait placé son fils Schram, bon peu importe, à la tête de l'Auvergne, la région étant propice à la rébellion. Mais Schram, voyez-vous, tient beaucoup de son père. Il est un adepte de la cruauté et de l'ambition. Il fait donc de l'Auvergne son terrain de jeu. Se trouvent quelques potes de bas lieu, jeunes et sans mœurs, et ça donne à toutes sortes de choses contre la raison. Par exemple, il enlève des filles de sénateurs à la vue de leur père. Pas ce qu'il y a de mieux pour apaiser la région. Et un jour, il décide de s'auto-promouvoir et s'attaque à son père pour créer son propre royaume. Occasion parfaite pour Childebert, qui s'allie au neveu. Clotaire envoie alors ses deux fils, Charibert et Gontran. Les deux armées se rencontrent en Auvergne, et alors que tout le monde est prêt, une tempête renvoie tout le monde dans son camp. Schramm profite de cette accalmie et fait croire à son frère que Clotaire est mort. Les deux frangins, par peur, se replient sur la Bourgogne, suivis de près par Schramm. Ce dernier prend Châlons et arrive devant Dijon. Pendant ce temps, Childebert envahit les territoires de Clotaire jusqu'à la ville de Reims. Mais Childebert meurt en 558, laissant Schramm sans allié. Clotaire s'empare des territoires de son frère et son fils rebelle doit se cacher en Bretagne. Childebert avait bien des enfants, mais que des filles. Clotaire, qui a de plus en plus peur du divin avec son âge avancé, ne fait que les exiler et n'épouse pas sa veuve, mais l'envoie en exil également. Il ne laisse toutefois pas son fils s'en sortir aussi facilement, et, avec son fils Chilpéric, met son armée en marche. Le comte breton Schonobre s'est allié avec Schramm, et les deux armées se rencontrent près de Vannes en 560. Peu avant la bataille, Clotaire se met à pleurer et demande à Dieu d'intervenir pour éviter ce combat entre un père et son fils. Mais il n'en est rien. Le roi franc prend le dessus et le comte breton est tué alors qu'il tourne le dos. Schramm
tente de s'enfuir, avec sa famille. Mais il est rattrapé et enchaîné. Schramm, avec sa femme et ses filles, est enfermé dans une cabane, et Clotaire y met le feu. Peu après, il est pris de fièvre, et, cruellement tourmenté, il prononce ces dernières paroles. Hélas! Qui pensez-vous que ce soit ce roi du ciel qui fait mourir ainsi de si puissants rois? Il meurt en 561. Ainsi nous quitte Clotaire, un roi qui restera dans les mémoires grâce à ses nombreux bienfaits, que nous pouvons résumer ici. 1. Le meurtre de ses neveux qui n'avaient pas 10 ans, pour récupérer les territoires de leur père qui venait de mourir. 2. Le mariage forcé avec la princesse thuringienne Radegonde et le meurtre de son frère. 3. La récupération du territoire de Thibaut alors que la moitié revenait à son frère Childebert. 4. Le mariage avec la veuve de son petit-neveu. 5. Le mariage avec la sœur de son épouse. 6. Le meurtre de son fils Schramm, sa femme et ses filles, par le feu. Bravo Clotaire, tu as gagné le titre de roi franc le plus pourri, pour l'instant évidemment. Bon, il a quand même voulu épargner les Saxons, un bon point de ce côté-là. Le dernier fils de Clovis est donc mort, le dernier de sa génération, et c'est la nouvelle qui entre maintenant en scène. Ses 4 fils encore vivants se partagent le royaume, et la belle unification tombe de nouveau complètement à l'eau. Et il est temps de parler de la nouvelle dénomination des territoires français qui, même si ces noms ne sont pas encore officiellement utilisés, vont bientôt s'imposer sur l'Hexagone. Chilpéric essaie de tout récupérer, mais se fait réprimander par ses frères et se retrouve avec le plus petit bout, dont une partie de ce qui deviendra la Neustrie, avec sa capitale à Soissons. Sigebert récupère un beau morceau, dont une partie de la Provence, l'Auvergne, et ce qui deviendra l'Austrasie, avec sa capitale à Reims. Gontran récupère principalement la Bourgogne, et le reste de la Provence, avec sa capitale à Orléans. Enfin, Charibert récupère le royaume de Paris, dont la plus grosse partie de la Neustrie, et ce qui deviendra l'Aquitaine. Quant aux Bretons, malgré leur revers contre Clotaire, ils gardent leur indépendance. Bon, plus simplement, on se retrouve avec ça. Sur ce nouveau partage du pays, nous terminons la 2e saison de notre histoire de France. Nous poursuivons la série avec la nouvelle génération, les fils de Clotaire, qui récupèrent un pays qui a vu les enfants de Clovis se déchirer pour le pouvoir. Mais ce n'est rien à côté de ce qui vient. L'accalmie dans les royaumes francs sera de courte durée. Une terrible guerre civile qui va s'étaler sur plus de 40 ans est sur le point d'éclater. Une nouvelle génération de rois s'installe sur le pays. En tête de proue des événements, 2 femmes, Brunéo et Frédégon. Ne ratez donc surtout pas la prochaine saison qui va nous mener tout droit dans une des plus sombres périodes de l'histoire de France.